Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 7. Saison 7, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Laurent Pinon. Bonjour Laurent. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte de base et à la tête de l'agence Métamorphose Urbaine basée à Montreuil, si je ne me trompe. Tout à fait. Donc, j'ai décidé de faire passer votre interview comme la première interview d'architecte en studio dans la saison 7 parce que vous avez un sujet passionnant, un vrai défi qui est de, en Outre-mer, délocaliser la population d'un village face aux aléas climatiques. Donc la population va être obligée de bouger a priori. Vous allez nous en parler plus longuement un petit peu plus tard, mais grosso modo, c'est ça, votre projet. En effet, on parlerait de déterritorialisation et de reterritorialisation. Les habitants n'étant pas obligés de partir, ils pourront librement choisir de se réinstaller. Mais en effet, tout un village va progressivement évoluer pour aller se relocaliser sur un site à l'abri du risque de submersion. Un sacré défi. Alors, en hors d'œuvre, nous allons parler du goût de l'architecte. On revient aux questions de Comme d'Archi, mais vous allez voir on a un petit peu enrichi le propos, fouillé encore davantage. Le goût de l'architecte. Auriez-vous des plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif qui vous a marqué? Les plaisirs de la table, on va dire les desserts me concernant. Je suis extrêmement gourmand de cela. Et l'exploration via l'émission de l'agence, évidemment, nous entraîne sur plein de territoires. Mais je pense que peut-être une expérience gustative est très, très domestique, finalement, celle d'un magnifique gâteau au citron, mais fait avec un yuzu, le seul qui avait poussé sur un balcon et qui a été un peu une expérience formidable pour les papilles. Et il est où ce balcon? Et ce balcon est à Vincennes, voilà. Donc c'est un petit yuzu qui a réussi à pousser malgré le béton et qui a réussi à enrichir ce dessert. Alors si votre agence était un plat ou une recette, laquelle serait-elle et pourquoi? L'agence serait un dal, ce plat indien, un plat végétarien qui nous vient d'Inde et qui serait le reflet de l'agence parce qu'il est rempli d'épices, un peu comme notre équipe, où une épice sans l'autre ne marche pas et c'est finalement l'assemblage de tous ces goûts très contrastés, très puissants, qu'il faut laisser mijoter quand même un certain temps, remuer à petit feu. Et je pense que ça traduit bien l'état d'esprit de notre équipe lorsqu'on fait du projet. Et donc, on serait ce fameux dal indien. Alors, j'enchaîne sur cette question. Voyez-vous un lien entre l'art culinaire et l'art de bâtir? Je pense que vous en avez déjà parlé, mais vous pouvez peut-être étoffer. En effet, je pense que plutôt que l'art de bâtir, puisque l'agence est essentiellement dans le processus de projet, je pense qu'on y trouve une analogie, c'est-à-dire que dans l'idée de l'agence, on fait avec le déjà là, donc comme une recette finalement, tous les ingrédients sont là, sont dans la nature. Par contre, il faut savoir reconnaître ce qu'on va manger, il faut savoir le préparer, le découper, l'assembler. Je pense qu'il y a des recettes qu'on nous transmet, il y a des recettes qu'on peut inventer. Et ça traduit bien l'état d'esprit du projet. Et puis, il faut savoir se réunir pour déguster un plat. Et donc, il faut savoir être ensemble pour apprécier ce moment-là. Et puis, l'ouverture, c'est qu'une fois qu'on a mangé, on a envie de remettre le couvert. Et donc, il faut accepter de revenir sur ce qu'on a pu faire et d'être dans ce processus-là. Bon. En effet, j'ai peut-être oublié de préciser que vous intervenez à l'échelle territoriale. Vous vous inscrivez surtout dans un processus de programmation. Oui, urbaine. L'histoire de l'agence est venue de cette compétence-là. On a une histoire qui est assez longue, c'est-à-dire que
Je viens d'une agence qui a été créée, on va dire dans le fond, il y a une 30aine d'années et dont j'ai pu faire partie et faire évoluer. On est parti de ce métier, de la programmation, cette compétence qui a émergé il y a une 30aine d'années. Et ça, c'est important, c'est qu'on part du fond des projets, du contenu, avant d'aller vers la forme. Ce qui est un peu cette particularité en tant qu'architecte, d'accepter que le fond est plus important que la forme. Oui. Disons que le fond n'a pas encore pris toute sa matérialité, ne s'est pas encore, comment dirais-je, métamorphosé en une matière. Exactement. Ou des matières. Oui. Et des vides aussi, enfin bon. Et de la lumière et tout. Bref. Maintenant, on va se concentrer sur votre parcours professionnel et vos débuts, même vos tout débuts. Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancrée cette envie d'architecture et quelles études avez-vous suivies et quand retenez-vous ? Le désir d'architecture, il est venu par la matière finalement, par une fascination pour le bois, pour la pierre. Là, on parle de lorsqu'on est enfant, évidemment. Donc vous aviez cette sensibilité à la matière. Oui, très vite. Le travail du bois, l'assemblage de la pierre, même enfant. Enfin, les classiques jeux de construction qui ont pris chez moi une ampleur peut-être plus importante que chez d'autres. Mais l'assemblage de la matière est devenu essentiel. Ça collecte aussi. Grandir à côté d'une forêt, ça ouvre évidemment à toute l'imagination. Et donc progressivement, cette question de l'assemblage, plutôt que d'aller vers des métiers de construction, eh bien d'être une personne qui peut réussir à organiser la matière, eh bien ça s'est imposé. En parallèle aussi, je pense, d'une fascination pour les traces, pour l'histoire, pour tout ce qu'on peut retrouver de traces de l'occupation humaine. Je pense que ça a marqué mon désir de devenir un acteur de la transformation des territoires. Alors, j'ai compris que vous aviez grandi en lisière de forêt. Vous êtes construit des cabanes ? Ah oui. Oui. Beaucoup de cabanes, évidemment. Parfois même avec un étage. Voilà, ça a été... Perché aussi ? Perché, jamais, non. Là, ça, on n'a pas réussi à le faire. Mais oui, la cabane, et surtout la cabane qui est détruite, la cabane qui est transformée, la cabane qui se déplace. Plein de choses finalement de l'enfance qui restent présentes aujourd'hui. C'est-à-dire que cet état d'esprit justement qu'on peut avoir enfant, qui est cette capacité à s'inventer une histoire autour d'un lieu, de le faire ensemble évidemment. Tous les enfants du quartier contribuent. De collecter ce qui est là. On ne peut pas le transformer, on n'a pas de scie, on n'a pas de marteau, donc on doit assembler de façon extrêmement frugale, habiter avec ce qu'on a réussi à faire et accepter que le lendemain, il faille tout reconstruire ailleurs. Je pense que cet état d'esprit-là ne m'a jamais quitté et j'espère le garder toujours. Oui. Alors, les études. Vous avez quitté votre Mayenne natale pour aller faire une école d'archi en région parisienne. La Mayenne est le territoire familial, un territoire familial, paternel. Mais j'ai grandi à Versailles, donc vous étiez... dans une forêt qui s'appelle une forêt, mais qui est plus proche d'un bois. Et donc naturellement, j'ai été à l'école d'architecture de Versailles. Bon. Oui, qui est une grande école quand même, qui marque le paysage, l'école de Versailles. Elle marque le paysage, en effet. On est dans les combles, mais en effet, elle marque le paysage, tout à fait. Alors, que retenez-vous de ces études à Versailles ? Ça vous a marqué beaucoup ? Vous avez pris de la distance ? Qu'est-ce qui vous a vraiment... Je pense que peut-être comme toutes les écoles d'architecture, mais évidemment la variété de l'enseignement est intéressante. Je pense que dans le choix du parcours, la classique césure Erasmus à Barcelone est venue percuter un enseignement parce qu'on n'apprend absolument pas à penser l'architecture et l'urbanisme en Espagne comme on peut le faire à Versailles. Donc ils sont beaucoup plus pragmatiques en Espagne, non ? Ils sont vraiment dans la logique constructive du projet ? Oui, c'est le grand paradoxe d'avoir une culture constructive extrêmement forte dans laquelle la conception
spatial dure très peu de temps par rapport au temps passé à la conception technique. Et paradoxalement, les cours d'urbanisme sont beaucoup plus proches de la composition artistique que celle qu'on peut recevoir à Versailles, où la composition urbaine est beaucoup plus forte. Donc je crois que c'est une année d'études qui est venue bouleverser un enseignement et révéler qu'en réalité, bien on pouvait penser la ville et penser les bâtiments de manière totalement différente d'un bout à l'autre de l'Europe. Et donc cette année-là a été assez marquante sur cette prise de distance par rapport à des manières de pratiquer. Et au retour, j'ai eu la chance de suivre l'enseignement de Casimir Bocanfuso, qui est un architecte qui était présent dès le départ de cette école et qui mettait en place un atelier d'1 an au service d'une commune. Et donc j'ai eu la chance de me retrouver très vite dans un format d'agence avec 8 autres compagnons pour travailler à Bar-sur-Aube et finalement faire du projet urbain. En tout cas, on avait le droit de faire ce que l'on souhaitait en lien avec les élus, en lien avec les habitants. Et cette année a été assez marquante parce qu'elle nous a engagés dans la pratique et elle a suscité énormément de questions, notamment une question qui se posait au tout début de ma carrière, qui était pourquoi transforme-t-on une ville, pourquoi fait-on ce projet d'école, et cette réponse-là n'a jamais été apportée en école d'architecture. Et je l'ai trouvée justement dans mes premières années professionnelles. Vous avez maintenant un retour sur ce que vous avez projeté à ce moment-là à Bar-sur-Aube? Vous y êtes retourné? J'y suis retourné. Il y a pas grand-chose qui s'est fait de ce qu'on avait pu projeter. En tout cas, le quartier d'habitat social a eu son projet de renouvellement urbain. L'espace public a été refait. Donc il y a des choses qu'on avait pu poser qui se sont réalisées, mais je pense qu'on était dans des réponses assez naturelles finalement pour faire évoluer ce territoire-là. Et donc ça c'est. Il y a eu un phénomène d'appropriation derrière, forcément. En tout cas, ça a contribué à la réflexion politique du moment dans cette ville. Ça n'a été qu'une contribution, mais elle a permis de faire réfléchir sur ce territoire. Et je pense que c'est ainsi aujourd'hui qu'en tout cas on se positionne dans nos missions. Est-ce que vous avez eu une rencontre avec un maître? Alors, vous avez cité un nom là, mais peut-être un autre, et ou une œuvre architecturale ou artistique qui a confirmé votre vocation? Oui, c'est la rencontre avec François Monjal qui était urbaniste et qui avait pris la direction de l'agence Alphaville et qui a été le premier par son approche de programmiste, à répondre à cette question du pourquoi. Pourquoi on faisait tant de logements, pourquoi tel équipement. Et c'est là où c'est grâce à lui que j'ai pu découvrir le métier de programmiste. Et donc naturellement, j'ai rejoint son équipe en 2003 pour ne plus jamais le quitter d'ailleurs. Vous avez quand même pris votre envol depuis. Oui, bien sûr. Alors, ne plus quitter le métier de programmiste, en effet, parce que c'est un métier qui ne cesse d'évoluer. Mais c'est vrai que depuis, après avoir travaillé à ses côtés, j'ai pris la présidence et la codirection de cette agence. Et puis il y a 2 ans, suite aux évolutions professionnelles, j'ai souhaité créer Métamorphose urbaine pour justement encore plus contraster une pratique. Vous avez commencé votre activité d'architecte aux côtés de cette personne. Je crois qu'ils sont très engagés sur le côté intérêt public de l'espace urbain. Oui, dès le départ, on est dans cette position d'accompagner les maîtres d'ouvrage publics essentiellement, très peu le privé. Et cet intérêt public, cet intérêt général, fait partie, c'est l'ADN de notre positionnement, parce qu'il faut pouvoir s'engager dans certaines directions au-delà même d'une politique qui parfois n'est que contextuelle. L'échelle d'un mandat n'est pas celle forcément d'un projet urbain, et donc on essaye à chaque fois de se positionner aux côtés de cet intérêt général, de la population. Évidemment, les élus font partie de cette population qu'on écoute, mais on essaye de garder en permanence cette grande ligne directrice dans les projets. Alors, avez-vous aujourd'hui le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école? C'est un peu la question point d'orgue avant d'attaquer le vif du sujet. Je pense qu'assez vite,
rentrer dans la programmation urbaine a été l'accomplissement. C'est ce que je souhaitais, être aux côtés des collectivités, pouvoir accompagner ces transformations. Très vite, j'ai eu le sentiment de l'avoir accompli, ce qui évidemment a permis de générer énormément d'autres envies auxquelles j'essaye de répondre aujourd'hui. Et c'est vrai. Et l'agence est là pour essayer d'y répondre, c'est-à-dire de continuer à explorer des manières de faire, au-delà d'une réponse à une commande, qui est souvent très très précise, et bien de considérer qu'en tant que praticien, on peut ouvrir énormément de portes. Et ça, par contre, c'est toujours présent. Métamorphose urbaine. Comment avez-vous choisi ce nom et que dit-il de votre démarche en filigrane? Vous avez déjà répondu, mais bon. C'est la métamorphose est un concept qui s'est affirmé il y a une quinzaine d'années. Je pense que dans le fond, on était aussi à une période peut-être particulière de manière de faire les projets urbains où l'ampleur du déjà là s'est affirmée, la question de la maîtrise d'usage aussi. Donc il y a eu énormément de choses qui m'ont fait prendre conscience que tout était là. Un peu comme on parlait de cuisine tout à l'heure. Tout est là et il faut savoir le transformer. Et ça, ce principe, je pense que au moment de travailler sur le projet de Miquelon, eh bien, il s'est complètement affirmé pour qualifier le nom de l'agence et une pratique professionnelle. Tout est là. Il y a juste à le regarder. Et par contre, il faut savoir rentrer dans un état de chrysalide dans lequel on va accepter de se transformer radicalement pour devenir autre chose d'encore plus superbe. Et donc la métamorphose urbaine, c'est ça, c'est d'accepter qu'aujourd'hui, il faut pouvoir entrer en chrysalide et on essaye d'être justement aux côtés des territoires pour les accompagner dans ce processus. Alors moi, je suis fan, mais c'est vrai que l'être humain va plutôt vers le confort et la sécurité. Et se transformer, c'est aller vers l'inconnu. Donc c'est une prise de risque. Vous le ressentez beaucoup dans le cheminement de votre projet, ça ? Oui, justement, je pense que d'affirmer la métamorphose, c'est d'assumer que ce qui va se passer va être compliqué. C'est pas forcément facile de se dire que tout est là et qu'en même temps ça va pas du tout ressembler à ce qui existe aujourd'hui. Et pour autant, parler de métamorphose, c'est accepter que c'est déjà en nous et que en tant qu'humain, on se métamorphose. Enfin, on est déjà dans cet état-là. Donc, d'une certaine manière, oui, on peut avoir peur d'y aller et en même temps, faisons-nous confiance. On a toujours transformé nos territoires. Il n'y a pas de raison qu'on réussisse pas à le faire, même si peut-être que l'ampleur des transformations à venir est peut-être plus importante, plus urgente que celle qu'on avait jusqu'à présent. Et il faut des moyens pour le faire. Tout à fait. Alors, quand vous abordez un projet, par quoi commence votre réflexion ? Le site, l'histoire, le contexte social, la matière, tout en même temps. Voilà. Est-ce que vous avez une méthode bien définie ? Est-ce que c'est vraiment regarder le territoire et de rentrer par le contexte ? Comment ça se passe ? La méthodologie de l'agence, c'est par l'humain. C'est aujourd'hui faire avec le déjà là, c'est essentiellement faire avec ceux qui habitent un territoire. Ce sont les sachants. Ils savent mieux que nous comment fonctionne leur territoire et ce qu'il faut en retenir, en tout cas dans l'instant présent. Donc, on commence toujours par ce travail de résidence. On essaye de passer plusieurs jours sur place et d'aller au maximum à la rencontre à la fois des élus qui engagent le territoire dans une direction donnée et des habitants pour les entendre, pour comprendre, là encore, pourquoi faut-il faire projet aujourd'hui et commencer à déceler des pistes. Et je pense que le deuxième point, il est sur cette notion d'histoire, cette notion d'attachement territorial. Qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui sur ce territoire ? À quoi est lié cet attachement ? Il peut être familial, il peut être économique. Il y a plein de raisons pour être attaché à ce territoire-là. Et c'est toujours important de comprendre d'où cela vient, car derrière, c'est souvent un moteur de projet. Alors, la programmation, c'est une étape que l'on connaît parfois mal, en dehors du cercle des professionnels. Pourriez-vous nous éclairer, avant de rentrer vraiment dans les sujets qui vous animent aujourd'hui, qu'est-ce que cela recouvre exactement ? Et en quoi est-ce que c'est une clé de voûte de votre manière de concevoir ? Eh bien, c'est la définition du contenu d'un projet avant sa première traduction spatiale. Donc on
on est vraiment sur le cœur d'un projet, à notre sens en tout cas. Ça s'apparente au récit aussi du projet. C'est-à-dire qu'au-delà de la réponse qu'on va apporter, c'est pourquoi on veut faire projet à cet endroit-là et maintenant. Et qu'est-ce qu'on y met ? Et qu'est-ce qu'on y met ? Mais le qu'est-ce qu'on y met peut presque arriver un peu plus tardivement. Une fois qu'on est tous engagés collectivement dans l'idée de faire projet, je crois que derrière, on peut affiner ensemble la granulométrie. Mais donc, c'est bien cette étape dans laquelle on passe d'un état de problème, il faut résoudre quelque chose, à OK, on est tous d'accord pour s'engager dans cette direction. Et c'est ce moment-là qu'on adore travailler avec une population. Vous passez par le concours de marché public ? Comment, par les appels d'offres ? Ce ne sont que des appels d'offres. Que des appels d'offres. Toujours. Ouais, donc vous chassez l'appel d'offres, vous envoyez le volet administratif dans un premier temps, vous êtes éventuellement shortlisté parmi les 3, 4, 5, c'est ça ? Exactement, c'est comme le processus concours d'archi. Classique. C'est même moins que le concours d'archi, puisque dans le concours on peut proposer quelque chose. Nous ne proposons rien si ce n'est une méthodologie pour travailler avec une maîtrise d'ouvrage. Ouais. Alors, quels sont vos projets emblématiques ? Votre agence est jeune finalement. Alors on est une jeune agence, mais comme on hérite de toute une pratique, aujourd'hui on a quasiment 80 projets en France, en Belgique et notamment dans les territoires ultramarins. Et c'est peut-être là qu'on trouve deux projets archétypes de nos domaines d'activité. On a à la fois le projet du village de Miquelon, sur lequel on pourra revenir, et puis une démarche de renouvellement urbain à Saint-Denis, sur l'île de la Réunion, qui s'appelle Ruche, et qu'on accompagne depuis quelques années aussi. Et ces deux projets sont emblématiques parce que nous sommes positionnés vraiment aux côtés de la maîtrise d'ouvrage. Donc on est vraiment côte à côte. Il y a une véritable collaboration très forte, plus que celle de réaliser une étude dans un temps voulu. Là, on est sur des temps longs à les accompagner. Et puis, on a l'opportunité de parler autant de stratégie territoriale que de programmation urbaine, que de programmer des équipements publics et d'aller quasiment jusqu'à l'aménagement de certains espaces publics ou de certains équipements. Donc ce sont des projets vraiment transversaux. Vous pensez le futur des territoires, en fait. On est aux côtés des maîtres d'ouvrage et des habitants dans cette transformation. Et vous faites aussi de la concertation. Oui, la concertation fait partie du processus. On forme un duo avec l'agence ASM, c'est Anne Solange-Muis, qui est géographe, docteur en géographie, et qui est à nos côtés pour tout cet aspect de co-construction stratégique, de concertation. Et on assume complètement ce duo, en considérant que c'est important d'avoir une tierce personne qui soit la garante de la parole citoyenne, de la parole politique, aux côtés d'une parole un peu plus technique. Et que ce ping-pong de paroles, techniques et habitantes et politiques, permet d'avancer sereinement dans le respect de la pensée de chacun. Donc ça, on va dire que ce duo-là fonctionne bien dans les projets qu'on mène aujourd'hui. Moi, ce qui me fascine, c'est ce projet de Miquelon. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors Miquelon, en effet, c'est une grande aventure humaine qui a commencé sur place en 2018. En tout cas, là, nous n'étions pas encore présents, avec la prise de conscience d'un aléa et d'un risque de submersion marine pour l'ensemble du village. Et donc, la nécessité de trouver un devenir pour ce village. Et c'est à ce moment-là que les nouveaux élus ont fait appel à l'État et une démarche particulière d'atelier des territoires pour être accompagnés. Et on arrive donc en 2022, janvier 2022, on découvre ce territoire et avec une question simple. Que faut-il faire pour que le village continue d'exister sur l'île de Miquelon-Langlade ? Et on se retrouve 1 an après avec la signature d'une charte d'engagement des partenaires dans laquelle le maire de Miquelon-Langlade, le président de la collectivité territoriale et le préfet s'engagent à envisager la déterritorialisation du village actuel et sa reterritorialisation à 1,5 km. Et donc en 1 an, on est passé d'un état d'incertitude totale à une stratégie validée et portée par les élus, soutenue par une partie de la population. Alors ça paraît pour nous, dans notre répartition territoriale,
très lié à la spéculation des terrains, à l'investissement d'une vie dans un bien. Ça nous paraît un peu fou et on a des kilomètres de côte. Est-ce que c'est une autre manière de penser là-bas ? Comment ça se passe ? Quel est votre regard là-dessus aussi ? On est sur une géographie particulière. Déjà, on est sur une île et puis on est à des milliers de kilomètres de la métropole. Donc on a ce qu'on appelle une double insularité. On est très loin. Ce très loin fait que les personnes qui habitent le village, 600 personnes aujourd'hui, ont un attachement à leur territoire qui est incroyable. Et leur village, ce n'est pas simplement que la partie bâtie. Leur village, c'est l'île. Donc envisager une relocalisation à un autre endroit, c'est totalement envisageable puisqu'ils continueront d'habiter leur village. Ils habiteront juste ailleurs. Et ils ont également une histoire, leur héritage culturel est fait de déplacements, de déportations, puisque cette fois ils ont dû quitter leur territoire au moment des guerres entre l'Angleterre et la France. Et donc il y a cet ancrage-là en eux de savoir partir de leur territoire et surtout de tout faire pour y revenir. Donc, pour eux, il est sûr que l'attachement territorial est plus fort que tout. Et ils auraient tout fait pour y rester. Et ça, leur secret, c'est d'être là en mouvance. C'est d'être en capacité de bouger et d'avoir une distance même par rapport à leurs biens. C'est très paradoxal l'autoconstruction est la manière de construire sa maison là-bas. Donc, ils ont tous autoconstruit leur maison. Et donc, ils sont à la fois extrêmement attachés aux biens qu'ils ont réalisés. Et en même temps, ils savent qu'ils peuvent très bien le reconstruire. Ils sont libres. Donc, ils sont libres. Ouais. Et ça, je pense que cet état d'esprit-là, on l'a peut-être moins en métropole. Mais peut-être qu'on va justement s'en inspirer et envisager des recompositions territoriales. Alors, c'est vrai que je pense que certaines personnes arrivent à s'inscrire dans des processus de grande liberté en étant très malins ici, mais c'est tellement pas ce qui se passe globalement qu'on a du mal à penser comme ça. Oui, aujourd'hui, peut-être que sur les autres littoraux, l'attachement territorial est moins fort. On a aussi peut-être plus de spéculation foncière aussi qui peut s'exercer. Et c'est vrai que c'est peut-être les limites qu'on peut voir aujourd'hui à l'adaptation des littoraux à ce risque. Et ça, on ne mesure pas encore peut-être l'ampleur de la tâche. Voire même, on pourrait se poser la question de savoir si, dans une situation de spéculation foncière, faut-il réellement assister des ménages qui veulent à tout prix rester et spéculer sur leur foncier. Puisqu'aujourd'hui, la recomposition territoriale, elle se fait grâce au fonds Barnier, donc finalement grâce à l'argent de toutes les Françaises, de tous les Français. Des contribuables. On contribue tous à ce fonds, mais faut-il le mobiliser lorsqu'il y a un état de spéculation ? Je pense qu'on peut s'interroger sur cela. En tout cas, s'il fallait privilégier des territoires, peut-être qu'il faut privilégier ceux qui ont envie de faire évoluer leur territoire parce qu'ils y sont attachés. Alors justement, à Miquelon, le secret, c'est de savoir construire soi-même. C'est un peu ça. C'est-à-dire que finalement, on s'affranchit aussi du métier d'architecte. Alors on s'en affranchit pas totalement, parce qu'on pourrait presque considérer qu'ils le sont un petit peu, ce qui renvoie à la question des études et de qui peut construire une maison. On est sur un territoire de sachants, ça c'est évident. Ils savent construire chez eux, avec leur technique liée à leur contexte. Et en même temps, ils sont très demandeurs de nouvelles techniques. Aujourd'hui, les nouvelles maisons qui se construisent vont être mieux isolées, vont être peut-être construites avec des techniques qu'ils cherchent à apprendre. Donc on n'est pas du tout sur un territoire refermé sur lui-même. Au contraire, on est face à des constructeurs qui cherchent à optimiser leur construction, qui se cultivent en ligne ou en venant voir ce qui se fait ailleurs sur le territoire. Vous préconisez vous-même à l'agence des choses pour eux ? Dans l'équipe, on a l'agence, l'atelier Zéro Carbone Architecte avec Emmanuel Dupont, qui est positionné, en tout cas qu'on a souhaité positionner quasiment comme un CAUE en conseil auprès des particuliers pour les accompagner justement dans l'optimisation des constructions et peu dans la composition spatiale. Enfin, aujourd'hui, ils n'en ont pas besoin sur place. Mais donc on est quand même dans un partage de compétences qui est extrêmement fort. Et c'est vrai que ça facilite une manière de faire projet, parce que cet état d'esprit-là, il est connu. La temporalité d'un projet est connue aussi. Voilà, on est face à des ménages qui savent que faire projet, c'est aussi un temps long parfois.
Ouais. J'ai plein de questions qui me viennent dans la tête. Là, ça fait un peu effet entonnoir, ça se coince. Est-ce que vous êtes rentré dans une phase chantier sur ce projet ou pas? Vous partez là dans quelques jours. Qu'est-ce que vous allez y faire? Alors le projet passe en phase opérationnelle, donc ça va très vite. Si je rappelle les dates, l'année 2022, c'est l'année de la stratégie. 2023, c'est l'année de concrétiser le modèle économique et d'obtenir les premiers financements. 2024, ce sont les documents réglementaires et 2025, c'est le chantier. Donc ça va extrêmement vite. Et cette année, cet été, travaux de viabilisation pour les 15 premières parcelles et première fondation et plancher en septembre. Et donc en effet, C'est vous qui passez les marchés? Non, c'est la commune qui. C'est la commune. C'est la commune qui est maître d'ouvrage. Là encore, peut-être pas une innovation, mais une adaptation. On est sur donc une commune de 600 habitants avec les moyens qu'on peut imaginer, qui portent en régie, évidemment avec l'aide de partenaires, mais qui portent ce projet, à la fois la transition foncière et la mise en œuvre opérationnelle du projet. Donc on va extrêmement vite et là on y retourne pour à la fois voir comment le chantier avance, mais surtout engager des réflexions qui se poursuivent sur la renaturation du village actuel et puis la deuxième phase opérationnelle, puisque ça y est, la première étant bien engagée, il faut passer à la seconde. Donc on enchaîne à chaque fois et essayer de cranter la réflexion. Alors, c'est cranté à l'échelle du territoire, c'est-à-dire que le territoire s'étend, ou c'est cranté sur la même zone? Comment? Ce projet n'est fait que de questions. Là aussi, c'est une des leçons de Miquelon, c'est que on accepte d'avancer avec beaucoup d'incertitudes et un désir collectif de répondre progressivement aux questions qui se posent et de déminer tous les sujets. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas interdit de lancer une phase opérationnelle alors qu'on n'avait pas encore toutes les réponses à certaines questions. Et donc là, on continue de réfléchir à des détails du projet, mais qui sont absolument nécessaires pour la suite. Donc on est dans ce processus d'itération constante et de tout le temps douter. On n'est pas sûr, mais ça doit pas nous interdire. Il faut avancer. Face à la submersion, l'idée, c'est de s'implanter plus haut, c'est ça? Oui, le projet vise à aller sur un terrain qui est situé beaucoup plus en hauteur. Donc on sera sur un nouveau village à l'abri du risque de submersion marine sur une colline qui est à 1,5 km du village actuel. Donc on a une co-visibilité et des maisons qui demain auront leur plancher protégé de ce risque de submersion marine. Mais alors cette implantation plus haut, elle est quantifiée par des professionnels, des gens qui prédisent plus ou moins la hauteur, les risques? Oui, les services de l'État, en 2018, lorsqu'ils ont réalisé le plan de prévention des risques littoraux, ont fixé la cote à laquelle la mer pourrait arriver à différentes échéances. En tout cas, notre échéance de temps, c'est 2100. On considère qu'en 2100, le village actuel sera trop soumis à un risque de submersion marine pour rester habitable dans la situation actuelle. Et comme nous sommes dans un risque qui est lié à des tempêtes, on n'est pas simplement dans de l'eau qui s'élève gentiment et qui vient lécher les planchers, on est sur une tempête qui peut balayer le village. Donc à 2100, il sera impossible de continuer à habiter le village actuel. Les prévisions actuelles laissent aussi entendre que ce sera peut-être pas 2100, mais que ça pourrait être avant. Et donc il faut agir dès maintenant. Donc on a une cote de référence. On prend même beaucoup de marge par rapport à cela. Alors on a la chance de pouvoir le faire avec le terrain. Et donc aujourd'hui, on sera positionné, on va dire que le village est à 2-3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et là, les premiers planchers seront à la cote des 10 mètres. Donc on sera vraiment à l'abri des prévisions actuelles, voire même on a de la marge par rapport à des actualisations qui pourraient arriver au fil du temps. Du coup, c'est formidable parce que vous couvrez sur le temps d'une génération le risque. Les gens seront obligés de bouger ou pas? Ou comment, de quelle manière vous posez l'embryon de ce nouveau village? L'échéance temporelle est importante, c'est-à-dire que on se donne 75 ans pour que ce projet se termine. 75 ans avec des jeunes qui auraient construit leur maison à une vingtaine d'années là-bas. Eh bien, quelqu'un qui a construit sa maison en 2022
peut légitimement prétendre à y rester toute sa vie. Et aujourd'hui, le projet ne forcera personne à y aller, tout du moins tant que l'exposition au risque le permet. Donc le projet, c'est pas uniquement la relocalisation du village, c'est l'évolution, la métamorphose finalement de Miquelon au fil du temps. Autant accompagner le plus vite possible ceux qui ont envie de faire partie du nouveau village et s'assurer que ceux qui ont envie de rester dans le village actuel puissent le faire dans des conditions satisfaisantes. Et on parle bien d'un seul village qui sera composé en phase de chrysalide de deux entités, le village actuel et le nouveau village, et puis qui à terme ne formera qu'un seul village à un autre endroit. Voilà. On imagine les personnes de plus de 60 ou 65 ans attachées à leur entité, s'ils ne sont pas trop exposés, rester, et les jeunes s'installer plus haut. Détrompez-vous. Justement, c'est ce qu'on pouvait imaginer. Et la phase des pionniers, puisqu'on a 15 premières parcelles qui sont viabilisées, on pensait qu'elles n'intéresseraient que des jeunes ménages, des primo-accédants. Et en réalité, non. Le premier chantier, c'est un couple qui est proche de la retraite, qui construit sa maison, qui construit sa deuxième maison. Et ils sont extrêmement fiers d'y aller. Et dans nos ménages pionniers, on a un peu tout un échantillon de la population miquelonaise. Donc non, justement, on peut faire projet, même quand on arrive à la retraite ou qu'on y est, on peut avoir envie de construire une nouvelle maison. Et ça, c'est fascinant. C'est-à-dire que, en effet, on pouvait s'attendre à un projet à l'attention des jeunes. Et en réalité, ce n'est pas le cas. C'est un projet qui, aujourd'hui, séduit tout un échantillon de la population. Et donc forcément, ça nous embarque dans une réponse qui n'est pas liée à une génération, à des besoins qui sont différents. Et donc on fait projet avec l'ensemble de la population. Et ça, c'est une découverte, une surprise et là, un ravissement. Oui, une belle histoire. Oui. Comment est composée votre équipe ? Vous regroupez quel type de compétences ? Aujourd'hui, dans l'équipe, on a des architectes, des géographes, beaucoup. Tout le monde a une formation en urbanisme derrière. On a des ingénieurs en génie urbain. Mais plus que la formation d'origine, on a des personnes qui sont curieuses, qui aiment explorer plein de choses, autant des territoires que des manières de faire. J'ai une équipe qui est très jeune aussi. Je pense qu'en moyenne d'âge, on a moins de 30 ans. Bon, c'est moi qui fais peser dans la balance. Vous apportez votre maturité, on va dire. Mais en tout cas, on assume une jeune équipe en prenant des jeunes qui sortent d'études aussi pour former, pour transmettre. On aime cette logique-là. Même ceux qui ont 30 ans transmettent déjà des choses. L'émergence. Voilà, on a envie de cette parité aussi. En tout cas, on se crée un petit collectif qui arrive chacun avec son bagage et qui peut influencer des manières de faire. Vous avez aussi des collaborateurs extérieurs. Vous en avez cité quelques-uns. Oui, la principale collaboration, c'est en effet Anne-Solange Muis, qui dirige aussi la maison d'édition Terre Urbaine, avec qui on a un écho particulier sur cette prise en compte de la co-construction et aussi de la valorisation de ce temps de pensée. C'est de considérer que le moment où on pense les choses, où on les écrit, où on n'a pas encore d'image qui projette le devenir. D'ailleurs, sur Miquelon, il y a quasiment pas d'image qui montre à quoi va ressembler le village. Et c'est presque volontaire, c'est-à-dire que ce temps-là, on doit pouvoir réussir à le valoriser parce qu'il dure souvent beaucoup d'années, il engage énormément d'énergie. Et donc le travail avec Anne-Solange, il est fondé sur ça, cette capacité à pouvoir rendre compte, témoigner de ce processus-là. Donc, ça mobilise la vidéo, ça mobilise le livre, ça ancre une pensée dans un temps présent, ça fait date, ce qui signifie que demain, on pourra revenir constater ce qu'on a réussi et puis peut-être ce qu'on n'a pas réussi, d'accepter que revenir sur le terrain c'est pas grave, en fait, ça fait partie d'un processus de projet. Et donc, in fine, de considérer que le projet ne s'arrête jamais. Finalement, on s'ancre dans un état d'esprit de projet perpétuel et d'accepter que tout doit pouvoir, en permanence, être questionné. Alors, on en revient à la discipline architecturale, puisque c'est quand même votre métier de base.
L'architecte projette toujours sur un temps long et vous nous parlez de cette temporalité qui finalement n'a pas de fin dans la métamorphose. Quel éclairage donneriez-vous à chacun pour mieux appréhender ce monde d'aujourd'hui si agressif, on peut dire, si angoissant, si instable? On est dans notre confort, mais on a bien l'impression que le ciel peut nous tomber sur la tête du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire à chacun, à ces gens qui n'ont pas les clés peut-être que vous avez de lecture du territoire? On pense peut-être par nécessité, mais que l'incertitude est un état de fait. Ça doit plus être, on doit passer du doute à accepter qu'en fait, on doit faire avec l'incertitude. Et je pense que le projet de Miquelon témoigne de ça. On doit faire avec, et en réalité, c'est un moteur de projet. C'est-à-dire que le doute ne doit pas nous interdire, au contraire, il doit générer des questions et donc susciter des réponses et nous emmener dans une direction qu'on connaît peut-être pas. Donc je pense que aujourd'hui l'état d'esprit qu'on se donne dans tout projet, c'est d'avancer en tout cas dans une réflexion et de ne rien s'interdire et de considérer même qu'on peut parler de tout. C'est-à-dire que souvent on a des projets dans lesquels on s'interdit de communiquer parce qu'on n'est pas mûr, parce qu'on n'a pas la réponse, on ne sait pas combien ça coûte, quand est-ce qu'on le fera. En fait, on le saura jamais. On n'aura jamais la véritable réponse. Donc, assumons qu'on ne l'a pas, soyons transparents dans le processus et commençons à agir. Et j'ai peut-être un exemple d'action sur Miquelon qui est important, c'est que on savait que ça pouvait prendre du temps, même si tout le monde voulait que ça aille vite. On avait ce risque-là. Et on s'est dit, mais il faut qu'on commence à aller sur ce nouveau terrain. Et le moyen le plus simple qu'on a eu, ça a été de se dire, créons un cheminement, d'aller cheminer sur place. Il n'y avait même pas de chemin là-bas. Et on s'est dit, comment faire? Et puis là, d'un seul coup, tout le monde dit, si c'est un chemin, nous, on sait faire des chemins en bois. Oui, mais qui va le faire? Et là, le maire dit, moi, j'ai les pêcheurs de l'usine de pêche. Là, ils peuvent pas aller pêcher en ce moment. Et on va faire comme il y a des décennies, les pêcheurs, pendant l'hiver, ils fabriquent des maisons, ils fabriquent quelque chose. On revient à des choses, des réflexes basiques, en fait. Et les pêcheurs ont bricolé, enfin même plus que bricolé, ils ont construit, selon leur technique locale, un cheminement qui a permis à l'ensemble des habitants de découvrir ce lieu. C'est un projet qui s'est autofinancé, qu'on n'a pas conçu, on n'a pas eu besoin de le concevoir, on a juste orchestré ce projet-là et il a fait sens localement en quelques mois. Mais ça, c'est parti d'un désir collectif et surtout d'oublier toutes les contraintes qu'on avait derrière. Donc je crois qu'aujourd'hui, si on se positionne dans cette envie d'agir et que justement on se met pas trop de pression sur à quoi ça va ressembler et comment on va le faire, on peut juste trouver une solution qui fait sens collectif sur place et qui engage déjà la transformation. Et c'est tout bête, mais ce cheminement-là, il a généré plein d'autres choses derrière. Il a démontré qu'on était en capacité d'agir. Et donc, il embarque tout le monde. Dans une vision plus holistique, qui ne tient compte pas seulement de Miquelon, mais de notre territoire français au sens large, quelle est selon vous la mutation la plus forte qui transforme nos villes en ce moment? Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est toujours ancré dans cette réponse à une croissance démographique et à un phénomène de métropolisation. Donc je crois que la plupart des projets qu'on a en métropole, ils répondent quand même à ce besoin-là. Malgré tout, on le voit de plus en plus, cette adaptation climatique, en tout cas, ou au risque, elle devient de plus en plus un moteur de projet. Et je pense que c'est la mutation à venir, elle portera sur cela. Et j'ose espérer qu'un jour, on se posera la question aussi de la qualité des logements qu'on habite, en considérant notamment en ville que ne pas être bien isolé à tout point de vue, que ce soit thermique, sonore, cette qualité d'habiter qui a explosé après le Covid, et bien que ce sera aussi un moteur de transformation probablement radical. Oui, Paris questionne le devenir des toits parisiens. Ouais, c'est compliqué. Je trouve ça très intéressant, justement, en tant que c'est un sacré défi, parce en tant que métamorphose. Là, on touche à ça parce qu'on questionne l'histoire, le patrimoine, et en même temps, on parle probablement d'usage aussi. Donc, j'ose espérer que demain, on rentrera aussi dans le fond, pas uniquement dans une réponse quantitative et géographique, mais bien à une qualité d'habiter. Et la complexité, c'est que on est obligé de faire avec l'héritage pour être économe en matière.
Et comment placer le curseur entre héritage et innovation. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce curseur, il passe d'un côté à l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'on commence une réflexion, le patrimoine et l'héritage sont le premier curseur. Et je le défends d'autant plus que je considère que le déjà là est la matière première. Et que progressivement, ce curseur, on arrive à l'embarquer vers l'innovation et à se détacher progressivement peut-être d'une manière de voir ce qui existe, peut-être figé, si tant est qu'on voit le patrimoine de cette façon-là. Donc j'ai l'impression qu'on peut faire bouger les choses pendant le processus. Oui, on est encore très formaté dans une vision historique de la ville, parce qu'aussi en France on a un patrimoine extrêmement riche qui a une vraie valeur et en même temps qui est en décrépitude. C'est là où il y a plein d'églises, on sait pas quoi en faire. Et en même temps c'est fabuleux et on n'aura jamais les moyens de refaire ça. Enfin, il y a des tas de questions de cet ordre-là qui se posent. Oui, je pense que si on est vraiment attaché à son territoire et que justement on arrive à donner un sens commun à cela, je pense qu'on acceptera peut-être plus facilement ces transformations et c'est un débat, je pense, intéressant à poser dès le début. C'est-à-dire que on l'a vu, alors je reviens sur Miquelon à chaque fois, mais c'est vrai qu'on a une église, on a un cimetière. Et on pose tout de suite cette question-là. On n'a pas la réponse et elle prendra probablement des années avant de trouver une réponse. Mais questionner le devenir, l'évolution de ces lieux-là, je pense que c'est important de le poser immédiatement pour justement avoir le temps de la réflexion. Vous donnez une importance à la narration, au récit, dans vos propositions, dans vos projets. Oui, c'est un point clé pour faire projet. Parce que s'ancrer sur des quantités aujourd'hui fait moins projet et puis ces quantités peuvent bouger dans le temps, donc c'est plus important de construire une histoire ensemble, de s'attacher à des valeurs. C'est une colonne vertébrale. C'est la colonne vertébrale, c'est elle qui peut être justement publiée. Donc le texte et le récit sont en effet des points clés. On le voit dans ce projet à La Réunion, sur quelques ambitions. Finalement, on a une population qui s'accroche à une idée de projet. Il y a rien de concret encore. Enfin, il y a quelques éléments qui ressortent, mais la démarche et ce qui est porté font écho et donc font projet. Et ça y est, on a une population qui embarque et qui sent qu'elle peut rentrer dedans. Et donc ça, je pense que si en effet on arrive à poser ce récit commun, on a déjà remporté la première manche. Mais vous avez affaire à une population singulière qui est quelque part qui fait corps avec son environnement. C'est tellement plus différent. Enfin, c'est vraiment différent dans l'Hexagone, non ? Ah non, je pense pas. Je pense que c'est peut-être amplifié sur les îles, mais dès qu'on rentre dans des quartiers, en tout cas en travaillant dans d'autres quartiers, l'attachement on peut le déceler. C'est vrai qu'il est peut-être alors complexe, c'est plus au quartier que ça, à l'échelle du quartier qu'à l'échelle de la ville. C'est une question compliquée. Ouais, j'ai pas nécessairement d'ailleurs d'exemples là-dessus, mais dans des quartiers ou des immeubles sur lesquels on peut travailler, on peut réussir à déceler cet attachement et cette envie de faire projet. C'est peut-être plus complexe parce que le choix résidentiel est parfois plus compliqué dans certains territoires et c'est peut-être ce qu'on peut regretter aujourd'hui et ce désir de transformation des villes, en tout cas dans lequel je m'inscris, c'est que c'est sûr que ce serait formidable de pouvoir choisir où on habite et d'être très heureux dans le logement que l'on peut payer des fortunes parfois. Oui. Or, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on peut subir son choix résidentiel. Je dis pas que c'est simple de se loger sur l'île de la Réunion, mais en tout cas, je pense qu'à chaque échelle de territoire, on peut trouver ces mécanismes de fierté territoriale. Et ça, vous êtes en capacité d'agiter tout ça. Oui, alors ce cadre
ce cadre de travail qu'on se donne, qui est d'aller au contact de la population, il vise justement à révéler cela. Et on s'attache à le faire tout le temps. C'est important de révéler ces points-là. Alors, question, comment dirais-je, vous l'appropriez comme vous voulez. Comment imaginez-vous le monde de demain et quelle place l'architecture devrait-elle y occuper selon vous ? Eh bien, le monde de demain, j'espère qu'il sera différent de celui d'aujourd'hui. Et j'imagine que justement nos territoires vont devoir, par nécessité, évoluer radicalement. Donc, je ne sais pas à quoi il ressemblera, mais je pense qu'il sera très différent de celui qu'on a aujourd'hui. Ce qui veut dire que l'architecture devra nécessairement évoluer. Et ça m'intéresse par rapport à cette question de patrimoine, c'est que le faire avec ce qui est déjà là, recomposer ces architectures, faire avec les matières que l'on a. Je pense que le rôle de l'architecte demain, il sera d'accepter, de déconstruire, de reconstruire, de réorganiser. Et d'une certaine humilité par rapport à ce qu'on a vécu précédemment, où on était vraiment dans le geste architectural dans les années 90, 2000. Et aujourd'hui, on pense plus les choses du tout de la même manière, finalement. C'est sûr que les projets qu'on voit aujourd'hui ne tolèrent pas le geste architectural, tolèrent de moins en moins le projet plaqué, questionne même fondamentalement la notion de concours. Aujourd'hui, on peut vraiment questionner une pratique architecturale dans laquelle des personnes en chambre proposent un projet sans être confrontées, en dehors d'un jury ou de réunion sur site, l'avis d'une population. Donc je pense que de ce point de vue-là, j'ose espérer que la pratique de l'architecture sera elle aussi un peu questionnée pour que... Oui, mais ça passe par la connaissance. Il faut que les gens aussi soient un petit peu plus l'esprit en alerte par rapport à tout ce qui les entoure. Parce que finalement, l'architecture, elle fait partie de nous quelque part. Ouais. Et on la subit trop souvent. Mais aussi, il y a une paresse... Enfin, je suis désolée, je vais peut-être pas me faire des amis mais il y a quand même une paresse intellectuelle par rapport à ça. C'est trop... Les gens trouvent ça un peu compliqué d'aborder ces sujets-là. Quand vraiment on veut rentrer dans le fond. Et du coup, les choses, elles se font sans que ça soit vraiment décidé par tous. Non? Je pense que dans un processus de projet, à partir du moment où dès le départ, on considère que les habitants sont des maîtres d'usage, ouais. C'est-à-dire, je l'emploie exprès ainsi, c'est-à-dire il y a le maître d'ouvrage, il y a le maître d'œuvre et il y a le maître d'usage. Si on positionne une population dans ce rôle-là et qu'on la place au même titre que les autres, j'ai le sentiment qu'on peut réellement avoir une pertinence intellectuelle. Et évidemment, c'est d'accepter que chacun se forme à l'expertise de l'autre. Mais je pense qu'on peut vraiment parvenir à une construction de projet qui est radicalement différente de celle qu'on voit aujourd'hui, et de parvenir à un acte d'urbaniser, un acte de bâtir qui soit beaucoup plus co-construit et qui nous challenge encore plus, c'est-à-dire de révéler le off de la conception. Ce serait votre utopie? Ah, complètement, et c'est même pas une utopie, puisque c'est ce qu'on fait à Miquelon. Le projet est co-dessiné, co-conçu, on est challengé sur le moindre trait, et c'est une très bonne chose, parce que ça nous challenge sur une manière de faire le projet, et ça nous engage tous dans ce qui se fait. Et je trouve que c'est extrêmement salutaire, et ça fonctionne. Donc j'ose espérer qu'on arrive à le faire. On le fait sur d'autres territoires et ça fonctionne aussi. Donc non, je crois vraiment à ça comme nouvelle pratique. Et ça questionne l'enseignement de l'architecture en chambre une fois de plus, en école. Où sur certains aspects, en effet, c'est important de pouvoir apprendre certaines choses, mais de ne pas être confronté à un maître d'ouvrage ou à un maître d'usage pendant ses études. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudra... Oui, solutionner. Mais en même temps, enfin, moi qui suis passée par les Beaux-Arts, là, c'est vraiment l'archétype. C'était une période dans les écoles où on disait imaginez, où on poussait l'imaginaire. C'est aussi une manière d'être force de proposition, de s'approprier finalement un monde d'idées, même si ça peut être de l'idéal et c'est à l'école qu'on peut encore se le permettre.
En fait, c'est entre les deux, il y a... Je pense que c'est la question d'itération, c'est-à-dire que pour modérer ce que je pouvais dire précédemment, c'est-à-dire que la co-construction ne signifie pas être en permanence côte à côte et à se tenir la main. C'est plutôt des temps de rencontre. Miquelon, on y va tous les 3 mois, on y passe une semaine, et ce sont des itérations à ce moment-là. Et je pense que c'est important d'être dans ce contact-là régulier. Et en effet, on peut chacun arriver avec notre expertise, mais de considérer qu'elle ne se confronte pas à la fin, mais bien pendant le processus de projet. Ça me semble essentiel. Ce qui renvoie à cette idée de on fait projet en permanence. Mais ce que sont nos vies? Enfin, j'ose espérer que nos vies sont faites de projets quotidiens. Donc finalement, pourquoi considérer que la ville se fait un peu de la même manière? Oui, mais après, il faut trouver les moyens de le réaliser. C'est toujours la même question. Comment on finance? Oui, mais tout dépend. Il y a les petits projets du quotidien qu'on peut mener. En tout cas, c'est sûr que le volet financier est pas neutre. Mais la volonté de faire projet et l'obtention d'un consensus, surtout aujourd'hui, je pense que c'est une première clé pour derrière fédérer des énergies. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui? De continuer de s'accrocher dans ces études qui mènent dans beaucoup de directions. Donc je pense que c'est important aussi de tester des nouvelles manières de faire et de sortir de l'école surtout. Vous êtes vraiment un exemple emblématique. Quelle qualité humaine vous semble indispensable pour durer après l'école? Pour les projets que l'on mène, c'est l'écoute et l'empathie. C'est essentiel pour aller plus loin. C'est l'empathie parce que... Ça fait du bien d'entendre ça. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, si on écoute et qu'on est empathique, on va y laisser, entre guillemets, pardonnez-moi, sa culotte, non? Je pense que en tout cas, c'est comme ça que se fonde, l'éthique de l'agence. Elle est vraiment sur ce point-là. Parce que finalement, la valeur, c'est l'humain. Oui, c'est l'humain qui est au cœur. Les projets, on les fait pour nous. Donc, et l'empathie, c'est important parce que chaque situation, chaque ménage qu'on l'on peut rencontrer arrive avec son bagage. Parfois, s'il y a besoin de faire un projet, c'est souvent qu'il y a une difficulté. Et donc, s'il y a une difficulté, il faut pouvoir l'entendre. Ça veut pas dire qu'on est des éponges, mais il faut pouvoir l'entendre et transformer ça en une énergie positive. Si vous pouviez donner un antidote au doute que traversent souvent les jeunes architectes, lequel serait-il? C'est vrai que depuis le Covid, ça n'a pas été facile tout ça. Ça a quand même bien secoué le cocotier. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Quel antidote vous leur donneriez? L'antidote, c'est de se faire confiance. C'est aujourd'hui, de toute façon... on va vivre avec le doute, on vit avec ce doute permanent. Donc, oublions-le. Il est là. Donc, faisons avec. Et justement, il y a plein de... C'est une force, finalement. On peut se dire que douter, c'est se questionner. Donc, ce qui serait dommage, c'est de rester dans la question. Donc, allons chercher les réponses, même si elles nous emmènent dans des directions que l'on n'imaginait pas. Donc, explorons. Un mot de la fin ? Rendez-vous dans 75 ans à Miquelon dans le nouveau village pour un podcast sur ce qui se sera passé. Je crois qu'il va falloir que la médecine progresse très vite pour moi. Je suis grand-mère depuis peu de temps et j'ai dit à ma fille que j'avais décidé d'être centenaire, mais là vous mettez la barre haute. Il faut se donner des objectifs. Merci beaucoup Laurent pour ce partage. Merci Anne-Charlotte. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles diffusions. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là,
Prenez soin de vous.